Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la politique américaine exciter autant les gens. Tout le monde parle de ça, que vous soyez habitué de la suivre ou que vous soyez des gens d'habitude qui n'aiment pas tant parler de politique ou qui suivent pas ce qui se passe du côté de l'autre frontière, de l'autre côté de la frontière, pardon. Pardon, voyons, je vais commencer je vais commencer à mettre des mots dans ma bouche. Donc, que vous soyez friand de politique américaine ou pas, tout le monde en parle de ce temps-là. C'est ce que je voulais dire. Dans ma famille, mes amis, mes collègues de travail, ça retient l'attention partout, les lignes ouvertes, à la télévision. Bref, évidemment, lorsque un ancien président est candidat comme ça, est victime d'une tentative de meurtre, bien, c'est sûr que ça fait les manchettes. L'État de Joe Biden aussi. On va discuter de tout ça avec John Parizella, conseiller spécial pour la firme nationale et ancien délégué du Québec à New York. Bonjour, M. Parizella. Bonjour, Jean-François. Alors, avec cette intro un peu mâchouillée, on va aller dans le vif du sujet tout de suite parce qu'il se passe énormément de choses du côté des États-Unis présentement. Bon, évidemment, cette tentative d'assassinat qui a été ratée. Puis moi, j'ai comme un malaise avec ça parce que là, du côté républicain, on y va avec l'espèce de bandage sur l'oreille qui devient comme un symbole. Je trouve que c'est de banaliser la chose. Ben, écoutez, c'est clair que M. Trump a frôlé la mort, ça, il n'y a aucun doute, puis il y a eu une blessure, donc on peut peut-être questionner la nature du bandage comme tel, mais il reste quand même que les républicains ont décidé de faire cette semaine et ce congrès, cette convention comme un point de ralliement, non seulement l'unité de leur parti, mais aussi essayer de tendre la main à des électeurs qui n'étaient pas avec eux. Les photos iconiques de l'attentat de l'assassinat et sont véhiculées régulièrement à travers des événements de la semaine. Donc, c'est clair que les républicains saisissent le moment, puis c'est compréhensible dans les circonstances, puis une élection, c'est supposé être décidé un vote et non pas par un attentat ou par un assassinat. Donc, dans ce sens-là, je ne peux pas leur faire de reproche comme tel, c'était prévu. Le discours, quand même, hier, était un petit peu plus partisan, plus d'attaque que celle de la journée avant. Mais la présence de Trump journée après journée, la présence de certains de ses anciens adversaires qui prennent la parole avec un ralliement autour de Monsieur Trump, c'est clair que c'est une semaine qui s'annonce comme une victoire pour eux, puis probablement une hausse dans les sondages. J'ai vu des sondages ce matin qui disaient que dans les États où il y a le collège électoral, Trump mène, et dans certains autres États, il commence à prendre du poids de la bête, qu'on pourrait se réveiller essentiellement basé sur les chiffres de ce matin à un vote du collège électoral au-delà de 330 votes. Donc, c'est clair que c'est de loin une victoire si jamais ça se produit. C'est 218 qui est le chiffre magique. Donc, on est dans une situation où définitivement la campagne a pu une tournure. Mais si vous vous souvenez, Jean-François, si on avait eu cette discussion-là il y a à peine 3 semaines, on sortait d'un débat où M. Biden a vraiment été mauvais. C'était désastreux. On s'est posé des questions sur sa capacité, son acuité intellectuelle, sa capacité physique, son cas de santé, puis ça a parti par environ 10 jours une espèce de mouvement pour justement encourager son retrait de la course. Ça s'est calmé depuis une semaine, mais ça a repris du poil de la bête depuis à peu près 24 heures, puis je peux dire que ça va être probablement très fort. Donc, on vit une campagne, vous avez raison de dire dans votre mot d'introduction, la politique américaine n'a jamais été aussi engageante, parce que non seulement que on a un débat 3 mois plus tôt que d'habitude avec le président qui l'a demandé, mais qui manque à l'appel ou qui réussit pas dans sa tentative, un attentat de l'assassinat et possiblement dans les prochains jours une décision du président actuel de se retirer de la course. Si tel arrive, là, vous allez avoir un ticket démocrate qui va être différent de celle qu'on prévoyait il y a à peine 3 semaines.
Oui, parce qu'on reviendra à M. Trump, mais là, parlons de M. Biden pendant que la porte est ouverte. Hier, Oui. on annonce que la seule raison pour laquelle peut-être qu'il pourrait se retirer, c'est si sa santé, si les médecins disent que sa santé va mal. Et bang, 1 heure après, on annonce qu'il a la COVID, qu'il va se retirer. Il pédale vraiment avec le vent dans le visage présentement, M. Biden. Là, il n'y a rien qui roule pour lui. Et on entend de plus en plus de dissidents qui en coulisses, il y a de la grogne, on demande sa démission parce qu'il n'y a que lui qui peut décider de quitter. Et on ne peut pas le mettre dehors, on peut pas faire une espèce de putsch pour le mettre de côté. C'est M. Biden qui doit dire « je laisse parce que pour telle ou telle raison ». Ce serait facile de trouver une raison, c'est facile de trouver un médecin qui va dire qu'il n'est pas apte présentement, mais c'est lui qui doit se convaincre lui-même en premier. En effet, M. Biden a gagné évidemment au-delà de 90% des délégués qui vont être à la convention à partir du 19 août à Chicago. Et non seulement qu'il a gagné tous ces délégués-là, il est en mesure d'être nommé officiellement, même avant la tenue de la convention. Qu'est-ce qui se produit, évidemment, c'est que les sondages donnent un portrait totalement différent, puis le pire sondage, je pense, ce matin, c'est qu'au-delà de à peu près 2 tiers des Américains, des démocrates, excusez, croient que M. Biden devrait se retirer. C'est pas de l'agisme comme tel, c'est que les gens ont des doutes sur sa capacité non seulement de faire le travail, mais de gagner l'élection. Donc, on est dans une situation la seule vraie façon pour avoir un congrès, une convention unie des démocrates pour faire face à M. Trump, c'est que M. Biden se retire. Donc, si M. Biden se retire, à ce moment-là, c'est pas 100% clair qu'est-ce qui se passerait, mais s'il n'y a pas de candidature qui s'annonce et la vice-présidence, c'est la succession de M. Biden, ça se peut qu'on arrive à la convention essentiellement avec aucun opposant et ça devient, si vous me permettez l'expression, un certain couronnement du choix. Si jamais il y avait, on laisse aux délégués la liberté de choisir, puis il y a 2 ou 3 candidats, là vous auriez un candidat, vous auriez une lutte corsée, probablement avec un parti moins uni, parce que les perdants ne seront pas contents. Donc, je pense que M. Biden a essentiellement toutes les cartes dans les mains, c'est-à-dire c'est à lui à décider de partir. S'il le quitte, puis c'est sûr que lui, il veut pas de révolte sur le plancher au mois d'août. Il veut un parti uni pour que ce parti uni-là soit une force contre Monsieur Trump. Donc, encore un autre gros changement. Vous avez eu un débat qui a été totalement raté, un attentat à l'assassinat qui a raté aussi, mais qui a quand même créé une nouvelle dynamique. Et vous pourriez avoir essentiellement le président en poste, le président sortant, qui avait annoncé son intention d'être candidat, se retirer et d'être remplacé par un autre ticket là, qui pourrait être Mme Harris, qui m'apparaît-elle le choix le plus simple pour avoir un parti uni, et probablement les noms des personnes les plus mentionnées pour remplacer M. Biden un jour ne sera pas intéressé de faire un saut immédiatement. Donc, c'est probablement Mme Harris qui gagnerait essentiellement le vote des délégués et ce serait elle à choisir un nouveau candidat à la vice-présidence. Donc, on est dans une situation totalement différente. Moi-même, j'ai jamais vécu ça. Puis, je suis la politique américaine depuis au-delà de 50 ans et je suis sur le terrain depuis à peu près 2020 et j'ai jamais vu une situation aussi, comment je dirais, aussi compliqué puis complètement rempli de surprises. Donc, les 10 prochains jours vont être très importants à savoir si M. Biden se retire ou non. S'il ne se retire pas, je continue à penser que ce ne sera pas une révolte sur le plancher. Les gens vont le faire par respect, mais l'argent ne rentrera pas comme avant et le moral va être bas. Et là, on pense pas juste à perdre la Maison-Blanche, on pourrait perdre les 2 chambres. Exact. Et les démocrates pensaient il y a pas longtemps qu'ils pourraient conserver le Sénat, gagner la Chambre des représentants et répéter un 2e terme pour M. Biden. On n'est pas dans cette situation-là au moment qu'on se parle. Non, ça a vraiment changé vite, mais ça peut changer vite en politique. Puis on pourra se reparler si jamais Kamala Harris devient justement oui, avec plaisir. Le prochain ticket du côté démocrate, parce que
Depuis 4 ans, elle n'a pas fait des choses exceptionnelles. Sa cote n'était pas si haute. Puis là, soudainement, tout le monde la veut comme chef démocrate. En tout cas, on pourra y revenir, mais je veux savoir ce que M. Trump nous réserve parce qu'il va prendre la parole à son congrès aujourd'hui. Vous pensez qu'il va nous parler de quoi? Évidemment, il va revenir sur l'unité du parti. Et j'ai comme l'impression, un peu comme il l'a fait au débat, hein, il n'a pas essayé de s'en prendre à Joe Biden. Il l'a laissé un peu se caler tout seul. Il y avait comme une évidence, là, donc il n'en a pas ajouté. J'ai l'impression qu'il ne va pas mettre de l'huile sur le feu non plus aujourd'hui. Il va jouer le bon garçon. Moi, je suis un peu de votre impression, Jean-François, parce que déjà, il a indiqué en début de semaine que le discours qu'il était pour donner, il l'a déchiré, puis il va avoir un nouveau discours qui va axer beaucoup sur l'unité. C'est sûr que l'unité du Parti républicain est essentielle. C'est devenu vraiment son parti. Les gens parlent de culte de personnalité, les gens parlent du Trumpisme beaucoup plus que du Parti républicain. Puis, il est clair que son choix à la vice-présidence, M. J.D. Vance, qui va sûrement faire l'objet d'accolades et de beaucoup de compliments de la part de M. Trump durant le discours. Il le voit comme son héritier au bout de la ligne parce qu'il a 39 ans, il va avoir 40 bientôt, mais il est populiste, nationaliste, anti-grande corporation, anti-mondialiste, toutes les choses qu'on associe avec M. Trump. Donc, pour beaucoup de monde, il a été choisi beaucoup plus parce que lui va garder essentiellement cette philosophie, cette vision de Trump au-delà de M. Trump. Donc, M. Trump va avoir un ton probablement plus conciliant, mais je pense qu'il faut faire attention. Trump, ça demeure un homme combatif, ça demeure un homme qui se sent victime. Ça va être difficile de complètement mettre ça de côté, mais si on était conseillé, vous et moi, je pense qu'on serait du même avis, faut adoucir le message, faut parler d'unité, faut parler de la vision de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être l'Amérique sous Donald Trump numéro 2, le deuxième mandat, plutôt que d'être revendicateur et de se faire victime. Mais avec M. Trump, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer d'ici à ce soir qui pique son orgueil puis qui l'amène dans une autre voie. Mais je me rallie à votre perspective, que je m'attends à un discours beaucoup plus modéré, plus comme un futur président à devenir qu'un batailleur victime. Oui. Il y a comme les devants présentement. On dirait qu'il n'y a pas besoin d'essayer de caler les autres. Donc, il regarde en avant. Puis, on l'a vu juste parce que je trouvais sa physionomie lorsqu'il s'est présenté à la convention. On dirait qu'il avait un peu changé. Monsieur Parizella, c'est toujours un plaisir de vous parler. On pourra remettre ça dans les prochaines semaines parce que la campagne américaine va continuer énormément de faire jaser. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Ben, c'est toujours agréable de vous parler, Jean-François. Merci beaucoup et bonne journée. John Parizella, conseiller spécial pour la firme nationale et ancien délégué du Québec à New York.